Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'invisibilité tout en restant visible. Alors l'idée est très simple. Au lieu d'éviter que la lumière puisse parvenir de moi vers les yeux d'un observateur, je vais être complètement visible à ses yeux, mais indiscernable du fond et de l'environnement autour de moi. Ainsi, un prédateur, par exemple, me verra, mais ne pourra pas faire la différence entre moi et le fond, et donc je serai invisible à ses yeux. On appelle ça le camouflage ou le mimétisme. Alors c'est une technique qui est très répandue dans la nature, hein. Vous avez quelques exemples qui défilent ici. Vous voyez des animaux qui ont un pelage ou des écailles ou des plumes qui sont de la même teinte, voire de la même forme, de la même couleur, de la même texture que l'environnement autour d'eux. Ainsi, ils sont invisibles et peuvent se cacher. C'est une technique très efficace pour les proies potentielles qui veulent éviter d'être vus par les prédateurs. Alors les hommes utilisent aussi cette technique, essentiellement dans un domaine, vous le savez je pense, qui est le domaine militaire, où le but est d'être invisible aux yeux de l'ennemi. Alors, comme on ne peut pas être vraiment invisible, on va se camoufler. On va utiliser par exemple, si on se promène dans le désert, des équipements avec des teintes plutôt sable, brun, ocre. Dans la forêt, ça va plutôt être brun et vert. Et puis si on est dans un environnement enneigé, comme les chasseurs alpins par exemple, on va plutôt être avec des tenues gris-blanches. Alors c'est relativement nouveau, hein. Il faut se souvenir que même jusqu'en 14-18, hein, souvenez-vous, les poilus avaient des pantalons rouges, ce qui n'était pas terrible pour se cacher dans les forêts ardennaises. Et avant encore, les armées avaient des tenues très brillantes pour impressionner l'ennemi. Bon, maintenant, il est admis par à peu près tout le monde qu'il vaut mieux passer inaperçu. Et le camouflage passif dont je viens de parler, et même du camouflage actif dont on parlera plus tard, se développe beaucoup dans les domaines militaires. Alors, pour se camoufler, quelle est la méthode la plus simple? Alors évidemment, on peut commencer par quelque chose de trivial. On prend un fond uni. Donc là, par exemple, on a un fond blanc. J'ai un t-shirt bordeaux, je suis très visible. Maintenant, imaginons que je sois par exemple sur un fond bleu pâle, comme ça. Je suis toujours visible, mais si je m'habille avec quelque chose de bleu pâle, je vais devenir invisible, ou en tout cas bien plus discret. Alors essayons. Je reviens dans 2 secondes. Et voilà. Vous me voyez toujours, vous voyez le fond, c'est la même couleur. Votre œil a du mal à faire la différence, et je suis camouflé, caché, invisible au sens large, même si vous me voyez parfaitement. Alors vous voyez que ce camouflage ou ce mimétisme est basé sur la couleur. L'idée, dans ce cas simple, est de prendre la même couleur que le fond. Alors qu'est-ce que la couleur? C'est une bonne question. La couleur est une donnée complètement subjective. Elle résulte de l'interaction entre la lumière ambiante, le matériau qui absorbe plus ou moins différentes composantes de la lumière, et mon œil. Alors il se trouve que l'œil humain est capable de voir 3 couleurs. Le bleu, le vert et le rouge. Pourquoi? Parce que la rétine, le fond de l'œil, qui sert de capteur, est tapissée avec des cellules qui sont des cônes, qui absorbent l'une le bleu, l'une le vert, l'une le rouge. En mélangeant toutes ces sensations, toutes ces couleurs, on peut obtenir différentes sensations colorées, toutes les couleurs que vous connaissez de l'arc-en-ciel. Donc, si je veux m'adapter, si je suis un animal qui veut prendre la couleur du fond, il faut que j'analyse la couleur ambiante avec mes récepteurs visuels et que je sois capable de transformer la couleur de ma peau pour m'adapter à cet environnement. C'est ce que font les caméléons, les poulpes, les seiches. On verra dans une vidéo un petit peu plus tard comment ça fonctionne exactement. Mais commençons par nous intéresser à ces phénomènes d'absorption et de pourquoi un objet apparaît d'une couleur ou d'une autre. Par exemple, pourquoi cet orange apparaît orange alors que mon t-shirt apparaît bleu. Alors pour mieux comprendre, on va observer ça sur une petite animation. Prenons comme objet une tomate. Elle vous apparaît rouge, et nous allons essayer de comprendre pourquoi dans cette animation. Tout d'abord, il est important de saisir que la lumière qui éclaire cette tomate joue un rôle prépondérant. On prendra ici le soleil, ou une lampe classique, qui produit une lumière blanche. La lumière blanche, on le sait depuis les expériences sur le prisme de Newton, est composée de toutes les couleurs du spectre visible.
du bleu à 350 nanomètres, violet même, jusqu'au rouge à 750 nanomètres. C'est le même phénomène qui est à l'œuvre dans les arcs-en-ciel, où le rôle du prisme est joué par les gouttes d'eau. Cette lumière blanche est donc incidente sur notre tomate. Une partie de la lumière va être réfléchie par la peau lisse de la tomate sans interagir avec la tomate elle-même. Le reflet, que l'on observe ici, est donc blanc, de la même couleur que la source initiale. Une autre partie de la lumière va interagir avec la tomate, plus précisément avec les pigments qui composent cette tomate. Dans notre cas, ce pigment est le lycopène, dont vous voyez le spectre ici, qui a pour particularité d'absorber le bleu et le vert, et pas du tout le rouge et le orange. En conséquence, la lumière blanche voit ses composantes bleues et vertes absorbées, et pas ses composantes rouges. Le rayonnement qui reste lorsqu'il arrive à notre œil est donc rouge. Et c'est ça qui donne la couleur de la tomate. On appelle ce type de synthèse des couleurs la synthèse soustractive, car la tomate, en absorbant le bleu et le vert, soustrait ses couleurs au spectre blanc initial. Ce qu'on observe est donc ce qui reste, en l'occurrence du rouge. C'est le principe qui régit les couleurs que vous obtenez en mélangeant différentes teintes de peinture sur une palette, sur une toile, ou par exemple pour les cartouches de l'imprimante. Les trois couleurs primaires sont alors le cyan, le magenta et le jaune. Chaque peinture, chaque pigment va absorber une partie du spectre. Et notre œil va voir ce qui reste. Par exemple, pour une peinture cyan, c'est le rouge qui est absorbé. Il reste donc dans le spectre blanc de départ du bleu et du vert. Quand on mélange du bleu et du vert, on obtient cette couleur turquoise qu'on appelle cyan. Le magenta est obtenu lorsque le vert est absorbé. C'est donc un mélange de bleu et de rouge qui donne cette teinte pourpre-violette. Enfin, le jaune correspond à un mélange de vert et de rouge. C'est ce qui apparaît pour une peinture qui absorbe le bleu. Si on mélange tout, le cyan, le magenta et le jaune, eh bien on absorbe l'ensemble du spectre visible et on obtient du noir. Enfin, si on fait les mélanges 2 à 2, on obtient les autres couleurs. Par exemple, le rouge de notre tomate est obtenu en mélangeant un pigment jaune et un pigment magenta. Le pigment jaune va absorber la partie bleue du spectre, le pigment magenta va absorber la partie verte du spectre, et il va donc rester uniquement la partie rouge du spectre. C'est la couleur de la tomate. Alors bien sûr, tout ça fonctionne très bien si le fond est uni, parce que je peux prendre une couleur unie. Mais les fonds naturels sont rarement unis. Imaginez par exemple que j'ai un fond effectivement à dominante bleue, mais avec des rochers, des algues, par exemple un domaine marin. Mon camouflage uni bleu est beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça que les tenues de camouflage sont toujours faites de différentes taches, différents motifs qui sont variés, un peu flous, pour que l'œil ne puisse pas s'accrocher à des ruptures franches de couleurs et que l'ensemble fasse quelque chose d'un peu flouté qui puisse passer relativement inaperçu. Alors un autre problème arrive quand on se déplace, parce qu'évidemment l'environnement, le décor, n'a pas une teinte uniforme sur des distances importantes. Dès que je vais bouger, je vais changer d'environnement et ma tenue va rester la même. Donc je ne vais plus être correctement camouflé. Si je change carrément de domaine, je peux même devenir ultra visible, comme on peut voir sur cet exemple, où un camouflage non adapté est pire que pas de camouflage du tout. C'est pour ça que le seul vrai camouflage efficace est un camouflage évolutif qui est capable de changer dans le temps en fonction de l'environnement. Alors les rois pour ça sont les animaux du type sèche-poulpe qui ont une capacité incroyable à évoluer dans des environnements changeants. On va le voir sur cette animation. Une méthode très répandue dans le règne animal pour se protéger des prédateurs est le camouflage. Dans ce cadre, le roi des animaux est incontestablement le poulpe. Il a une façon très particulière de se fondre littéralement dans le décor pour échapper à ses prédateurs. Alors pour comprendre comment ça marche pour le poulpe, il faut s'intéresser à la structure de sa peau. La peau des poulpes est formée d'une première couche externe qui renferme un certain nombre de cellules appelées chromophores, du grec chroma qui veut dire la couleur. Ces chromophores vont absorber la lumière incidente. Observons-les de plus près. Chaque cellule contient elle-même un petit sac élastique appelé le sacculus qui contient des pigments colorés susceptibles d'absorber certaines longueurs d'onde, exactement comme on l'a vu pour la peinture ou l'encre ou les pigments de la tomate dans l'animation sur la synthèse soustractive. Ici, le pigment est rouge, ça signifie que les molécules qu'il compose absorbent le bleu et le vert.
Le sacculus a une propriété extraordinaire qui est de pouvoir se déformer sous l'action des muscles environnants, eux-mêmes actionnés par voie hormonale. Par exemple, sous l'effet de la peur, une montée d'adrénaline va pousser le poulpe à contracter ou à détendre ses muscles sous-cutanés. Par exemple, si les muscles se détendent, le sacculus est tout petit. La couleur rouge est alors seulement présente sous forme de petits points séparés par de grandes zones blanches. Le poulpe est de couleur claire, vaguement rosée. Si le poulpe prend peur, il va contracter ses muscles. Le sacculus va grossir pour occuper toute la cellule ou presque. Le poulpe va devenir de couleur dominante rouge. Alors il existe des pigments de différentes couleurs dans le derme du poulpe, du rouge, du jaune, du marron, du noir. Et en faisant varier la taille de chacun, le poulpe peut prendre différentes teintes autour de ces couleurs ocre. Par exemple, il peut devenir orange en activant des chromophores rouge et jaune majoritairement. Le poulpe est également capable de réaliser ce changement de couleur de façon différenciée sur différentes parties de son corps, et ainsi former des motifs. Il va analyser les changements d'intensité du décor environnant, et de la luminosité, grâce à ses yeux bien sûr, mais aussi grâce à des récepteurs photosensibles directement présents dans sa peau. Ces informations sont ensuite envoyées aux chromophores, qui vont retranscrire du mieux qu'ils peuvent les motifs et les couleurs environnants sur la peau du poulpe. Le camouflage est ainsi amélioré. Mais si on regarde de plus près, la peau du poulpe réserve d'autres secrets. En particulier, sous la première couche pigmentaire que l'on vient de décrire, se cache une seconde couche, constituée de cellules qu'on appelle les schémochromes, qui participent également à la couleur du poulpe, mais de façon radicalement différente. Quand les cellules pigmentaires dont on a parlé précédemment sont grosses, elles absorbent toute la lumière, et donc ce sont elles qui forment la couleur du poulpe. Par contre, quand elles sont petites, une partie de la lumière traverse ces cellules et vient frapper la seconde couche, qui est constituée de lames de guanine cristallisées qui forment un motif périodique. On peut imaginer une superposition d'écailles, par exemple, régulièrement espacées. Que se passe-t-il alors ? La lumière incidente va se réfléchir sur ce motif de façon différente suivant l'orientation des écailles et la période de celle-ci. Ça va former des couleurs qu'on appelle des couleurs interférentielles, qui sont les mêmes qu'on retrouve sur les bulles de savon ou sur les ailes de papillon. C'est encore ce genre de couleurs que l'on observe quand on éclaire un CD, par exemple, avec de la lumière blanche. Ces couleurs ont des reflets un peu métalliques, on dit qu'elles sont irisées, et les cellules dont on parle s'appellent des iridophores. Alors pour comprendre un petit peu le principe de formation de ces couleurs, on va prendre un exemple un petit peu plus simple que la peau du poulpe, à savoir une bulle de savon. Regardons ce qui se passe lorsqu'une couleur spécifique, par exemple le bleu, arrive sur une très fine couche transparente telle que la paroi de notre bulle de savon. Une couleur donnée est définie par sa longueur d'onde, c'est-à-dire par la distance entre deux maxima de l'onde. On voit que lorsque notre onde bleue va rencontrer la première interface de la bulle, elle va se séparer en deux. Une partie est réfléchie, l'autre est transmise. La partie transmise va ensuite rencontrer la seconde interface, et à nouveau, une partie va être réfléchie. En fonction de l'épaisseur de la couche, il se peut, comme ici sur notre exemple, que les deux maxima des ondes réfléchies par la première et la seconde interface se retrouvent superposées. On dit que les deux ondes sont en phase, et on parle d'interférence constructive. Dans ce cas-là, elles s'ajoutent, et la lumière bleue de départ est amplifiée. Pour une autre couleur, par exemple pour du rouge, la longueur d'onde est différente. Il est alors possible que les maxima d'une onde coïncident avec les minima de l'autre onde. On a des interférences destructives et les deux ondes s'annulent. La lumière rouge n'est absolument pas réfléchie. Au final, en fonction des différentes épaisseurs et des différentes couleurs composant la lumière incidente, on a ces variations colorées sur toute la surface de la bulle en fonction des interférences constructives et destructives à chaque endroit de la bulle. Alors pour imiter ces animaux, les militaires essayent aussi de développer des camouflages interactifs évolutifs. Donc l'idée, par exemple, est d'avoir une tenue sur laquelle on va insérer des petites sources de lumière, des LED, et on va pouvoir, avec des petites caméras, capter l'ambiance, les couleurs, les teintes de l'environnement et les restituer en temps réel sur la tenue ou le char ou le camouflage qui a été choisi. Alors, c'est pas encore au point, c'est au niveau de la recherche. Ce qu'on sait faire pour le moment, c'est des tenues qui sont pré-programmées. C'est-à-dire que si je vais dans le désert ou si je vais à la montagne, je vais pouvoir pré-programmer avec la même tenue, une certaine couleur. Mais le NEC plus ultra sera d'être capable de l'adapter en direct et d'être ainsi quasiment toujours invisible. Alors si on veut se fondre parfaitement dans le décor, la solution la plus efficace et la plus spectaculaire est la suivante. Je place une petite caméra derrière mon dos, je filme ce qui se passe derrière moi,
et par un procédé quelconque, un vidéoprojecteur, un écran, je renvoie cette image sur la face avant de ma tenue. Ainsi, vous voyez sur moi ce qui se passe derrière moi. Vous avez l'impression que je suis transparent et donc invisible. Alors des chercheurs japonais ont fait une démonstration spectaculaire. Je vous propose de regarder cette petite vidéo. Retroreflective projection technology uses a computer, a video camera and projector to shine background images onto the front of a subject wearing specialized clothing, creating the illusion of invisibility. What makes the technology unique is a fabric made of glass beads only 50 microns wide, which can reflect light directly back at the source, much like a movie screen. Viewed from near the light source, the projection is bright even in broad daylight. Alors cette expérience est spectaculaire. On peut essayer de faire la même chose en utilisant d'autres types de moyens. Je vous emmène dehors. Étonnant, non? Alors il est intéressant de voir que la fiction s'est emparée de ce genre de camouflage et on a pu voir ainsi dans un James Bond une voiture camouflée avec ce type de dispositif. Regardons la vidéo. Maybe you've been down here too long. The ultimate in British engineering. You must be joking. As I learned from my predecessor, Bond, I never joke about my work. Aston Martin call it the Vanquish, we call it the Vanish. Oh, very good. Adaptive camouflage. Tiny cameras on all sides project the image they see onto a light-emitting polymer skin on the opposite side. You see, to the casual eye, it's as good as invisible. On vient de voir qu'il était possible de devenir invisible en se camouflant, c'est-à-dire en se fondant dans son environnement. Mais pour devenir complètement invisible, il existe d'autres techniques, et je vous propose de les découvrir dans les vidéos suivantes.